Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du grand débat du web. Le vendredi, c'est Ravioli, mais c'est aussi le grand débat du web, c'est-à-dire ce rendez-vous avec de grandes voix du web pour parler de l'actualité connectée. Il y a toujours plein de sujets, on a des invités qui viennent ici pour débattre pendant quelques minutes de ces sujets qui font vraiment l'actualité du web et d'Internet. Et je vous les présente tout de suite. Éric Dupin est à ma gauche, Presse Citron, Dronestagram, blogueur, entrepreneur, consultant. Est-ce que j'ai dit tout ce qu'il fallait, Éric? Bonjour. Bonjour, Bertrand. Joli pull bleu, là, ça rigole plus du tout. Toujours la jolie montre d'Éric Dupin. À côté d'Éric, Jérémy Ben Moussa, qui est plein de choses. Je vous laisse faire la carte de visite vous-même. Serial entrepreneur, je montais beaucoup d'entreprises et maintenant essentiellement dans le mobile et manager chez Octo Technologies. Bon, jolie chemise, il n'y a pas de raison. Merci. Merci. Voilà, en face de vous, Fabrice Epelboin de Yogosha. Yogosha, en un mot ou deux. Yogosha, économie collaborative appliquée à la sécurité informatique. On va croire que je pense que Fabrice est bavard. Mais non, je ne pense pas du tout. Je trouve que le pitch est très bien, cette fois-ci de Yogosha. C'est parfait. D'enseigner à Sciences Po également, Julien Jacob, fondateur de Media2.fr et également de Spoonit. Oui, tout récemment. Le Spoonit, pour le faire très simple, c'est un plat bon, sain, livré en 10 minutes pour votre déjeuner. Voilà, ils sont beaux, ils sont jeunes. Ils ne sont pas bronzés, mais ils sont maquillés en ces frimas de mois de janvier. On va discuter ensemble de deux sujets principaux pendant quelques minutes. Et on parle de politique d'abord, avec 2017 qui se profile, des sondages qui montrent tous, ou à peu près qu'à 80% les Français ne veulent plus entendre ni parler des Républicains, ni parler du PS, ni parler du Front National, et qu'ils voudraient un renouvellement de la classe politique. Il y a donc des opportunités qui se font via le web, avec notamment la transition, et puis Démocratech qui lance la primaire.org. Est-ce que le web peut changer la donne? C'est un petit peu ce dont on va discuter. Et puis on parlera également de la blockchain. Ne quittez pas, ne bougez pas. La blockchain, vous en avez peut-être entendu parler, peut-être pas. En tout cas, c'est un monde nouveau qui s'ouvre, dont certains disent allègrement qu'il est aussi fort, aussi révolutionnaire que ce qui s'est passé, que le web et les protocoles qui nous ont permis tout d'un coup de communiquer les uns avec les autres, de nous envoyer des mails, d'être identifiés avec des adresses IP, bref, tout ce qui fait que le web a pu devenir le web et devenir international. Et bien finalement, c'est la blockchain qui propose une nouvelle forme de révolution, ou pas. On en discutera ensemble. La politique d'abord, avec d'un côté la transition, donc, qui propose de présenter un candidat issu de la société civile à la présidentielle de 2017, avec des femmes et des hommes de la société civile. Bon, surtout des hommes pour l'instant, 80% d'hommes, globalement sur ce projet-là. Et puis Démocratech qui a lancé la primaire.org, une primaire ouverte organisée pour permettre aux Français de choisir librement, de manière transparente et démocratique, les candidats, je lis, qu'ils souhaitent voir se présenter à l'élection présidentielle de 2017. C'est à peu près la même définition que celle d'avant, mais en couleur. Donc il y a deux projets principaux. Si on rajoute à ça la primaire à gauche, pour laquelle militent Thomas Piketty, Daniel Cohn-Bendit ou Marie Desplechin, entre autres, via le web, on a des choses, des lignes qui sont en train de bouger sur la politique. Est-ce que vous croyez que ça peut bouger? Est-ce que vous croyez que des gens sont prêts aujourd'hui à se lancer dans une bataille pour trouver des personnes issues de la société civile et les propulser sur le devant de la scène politique pour 2017, Fabrice? Je crois que d'ici 2017, il va y avoir suffisamment d'événements excessivement disruptifs dans la vie politique française, dans la vie française en général, pour que ces initiatives ne soient pas très importantes au regard de ce qui nous attend dans les 2 années qui nous séparent de l'élection présidentielle. C'est même pas 2 années. C'est clair qu'il va se passer énormément de choses. Et il n'y a absolument aucune raison que les Français changent d'opinion. C'est-à-dire que pour l'instant, ils ne veulent ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande. Nicolas Sarkozy semble mal parti. François Hollande, lui, se représentera, c'est à peu près assuré. On va voir ce qui va se passer du reste. Peut-être que le web va pousser certaines choses. Est-ce que ça sera à travers des initiatives très organisées par des petits comités qui font dans le simili grassroots, mais concrètement ont déjà leur idée en tête? Ou est-ce que ça sera vraiment quelque chose de totalement via le web? Ou est-ce que le web va se mettre à pousser un candidat particulier, Juppé, Le Pen, Dieu sait quoi? On va voir. Le web aura forcément plus d'importance que dans les précédentes, mais je ne pense pas que ça sera à travers ces initiatives-là qui sont quand même un peu téléguidées. Ah, il y a des sous-marins de poche. Pour vous, c'est un peu sous-marin de poche. Oui, c'est des sous-marins de poche. C'est clairement des sous-marins de poche. On n'est pas dans de l'initiative venue de la base. On est dans des gens qui cherchent à canaliser la base de façon à aller dans une direction qu'ils ont a priori déjà en tête. Pour la ramener gentiment sur les bords, sur les côtés des partis politiques traditionnels? On va voir, mais si vous fouillez un peu qui sont les personnes derrière ces différentes initiatives, vous trouvez de toute façon des ramifications politiques bien établies. Donc, vous pouvez quand même anticiper ce qui va se passer derrière. Donc, ce n'est pas la révolution annoncée, ce n'est pas les têtes nouvelles nécessairement. Qu'est-ce que vous en pensez, Julien?
Moi, je pense déjà que dans cette histoire, le web, finalement, est qu'un moyen. Déjà, les primaires sur les partis existants se font en vote à correspondance. Ce qui me surprend, c'est que le web ne soit pas justement utilisé, si c'est juste pour faire un vote, à la limite, on peut le faire par courrier, ça ne change rien. Alors qu'il y a plein d'initiatives où on peut créer des programmes en commun, on peut, enfin voilà, tout ce que le web participatif et le social media peut apporter. Ce qui est étonnant là-dedans, c'est que finalement, on pourrait le faire par courrier ou par téléphone, ça reviendrait au même. Donc pour moi, le web ne fait pas partie de cette équation, c'est juste une situation politique française qui fait que les partis qu'on connaît sont en bout de course. Et quand vous voyez ces projets-là, quand vous voyez la tête, entre guillemets, ou les cursus des personnes qui sont derrière, est-ce que ça vous semble être une forme de renouvellement ou pas ? Non, mais en même temps, l'inverse serait étonnant. On ne va pas non plus, du jour au lendemain, créer une forme politique. Le souci qu'on a, c'est que avec les politiques sortant de l'ENA, voilà, qui sont tous dans une filière qui est absolument totalement déconnectée de la société civile, l'enjeu aujourd'hui, c'est de mettre de la société civile dans les politiques. Et malheureusement, ça ne va pas se faire en une opération avec le web en une année, et que je pense qu'il va falloir 2 ou 3 campagnes présidentielles pour arriver à rééquilibrer les choses. Est-ce qu'on est aussi pessimiste de l'autre côté, Éric ? Moi, je pense que tout ce qui peut amener à repenser la politique est de toute façon bon à prendre. Après, effectivement, je crains que les exemples qui sont cités et d'autres soient finalement la recréation d'un schéma politique qui existe déjà, avec des partis, des clivages. Là, on a 2 exemples, je ne les connais pas, je ne sais pas vraiment qui il y a derrière, mais je pense qu'on ne va pas attendre très longtemps pour qu'ils soient concurrents et qu'ils se foutent sur la gueule comme de bons vieux partis classiques. Donc c'est un peu ce que je redoute. Le schéma est le même, il n'y a rien de très très innovant, si ce n'est l'idée d'une politique crowdsourcée, on va dire. Donc voilà, je suis un peu circonspect, même si j'adhère, hein, de toute façon, tout est bon pour faire bouger la politique, faire bouger les lignes. Après, on risque de retomber dans des schémas. Il y a aussi la puissance et le pouvoir des médias qui n'est pas à négliger, et cette espèce de complicité latente entre les grands médias, les hommes politiques, donc ils ne vont pas se laisser déloger comme ça, à mon avis. Donc, wait and see. Quand on regarde qui est derrière, en fait, on tombe quand même globalement assez essentiellement sur des hommes, beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer, c'est à 80%. Voilà, donc on reproduit qui sont plutôt des hommes blancs, qui sont plutôt des hommes de la classe supérieure, qui sont plutôt des hommes de plus de 40, voire 50 ans. Donc en fait, c'est la classe dirigeante en fait, qui se propulse d'une autre façon. Ça ressemble un peu à ce plateau d'ailleurs, hein. Je le dis comme ça, mais en même temps, c'est un peu le renouvellement par la même classe, d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est le changement dans la continuité, quoi. Voilà, exactement, c'est comme ça qu'il fallait le dire. On ne change pas grand-chose. Non, mais en gros, moi je pense qu'on est tous d'accord sur le constat que globalement, les Français en ont marre de leurs hommes politiques ou leurs femmes politiques, qu'il faut que ça change. Mais si on demande aux gens, OK, on est tous prêts à changer, enfin, on est tous prêts à ce que ça change, mais est-ce que vous êtes prêts à changer ? Globalement, c'est plutôt non. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps, qui prennent des décennies, et à mon sens, c'est assez personnel, mais je pense que le premier problème de la politique française, c'est ces hommes politiques. On ne peut pas continuer à avoir des hommes politiques dont le métier dès l'ENA est de faire de la politique, qui n'ont jamais été confrontés aux difficultés des Français, qui n'ont jamais travaillé. Enfin, je crois que le premier gouvernement d'Hollande, sur 38 ministres, il y en a 37 qui n'avaient jamais travaillé ailleurs que dans la fonction publique. Donc ils ne connaissent pas le monde dans lequel leurs électeurs vivent. Ils travaillent, mais pas dans... Enfin, ils travaillent. Tout est relatif. Mais en l'occurrence... Non, ils travaillent, on ne peut pas laisser... Ouais. C'est pas des gens qui glandent, mais ils travaillent dans des environnements et dans des problématiques qui n'ont strictement aucun rapport avec la vie réelle. Si tu es haut fonctionnaire en charge de l'aménagement du territoire, c'est un vrai boulot, hein. T'es pas aux 35 heures. Mais tu n'as aucune compréhension, aucune appréhension. On va peut-être avoir le débat sur fonctionnaires et secteur privé. Non, je disais ça pour titiller, mais globalement, ce que je veux dire, c'est que la réalité des Français, du monsieur qui va à la mine tous les matins ou à l'usine, c'est pas tout à fait alors, à la mine, celle d'un... moins en moins. Hein. Non, mais sauf dans le sujet qui suit. Ou à l'usine, si tu veux. 35 heures avec un boulot chiant et qui a un problème avec son patron. Ils n'ont aucune connexion avec ça. Bon, ça va changer, ça va pas changer, Jérémy ? Non, je pense que ça ne va pas changer, mais par contre, je trouve ça bien qu'il commence à y avoir ce genre d'initiative. Alors, ça ne vient peut-être pas des bonnes personnes sur ce coup-là, mais je rejoins un peu l'avis de Fabrice. Je pense qu'il y a des initiatives populaires qui, peut-être maintenant, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 10 ans, vont commencer à prendre de plus en plus d'ampleur. Et les médias sont, à un moment, un peu obligés de suivre. Le premier exemple, et puis on a un peu vécu de l'intérieur, c'était les pigeons, où ça ne venait pas du tout d'hommes politiques, ça venait vraiment d'individus. Et quand ça a commencé à prendre, ça a surpris un peu tout le monde, y compris les mecs qui étaient derrière. On va parler de la blockchain. On va essayer de vous expliquer ce qu'est la blockchain. Alors là, c'est un vaste
projet. La blockchain, en fait, c'est la technologie qui a permis la création, la naissance du Bitcoin, cette monnaie virtuelle. La blockchain, c'est un système de certification, on va le dire comme ça, qui permet à la fois de certifier des transactions, c'est le cas lorsqu'il s'agit d'une monnaie virtuelle comme le Bitcoin, de breveter des produits, de breveter des idées, bref, tout ce qui est de l'ordre du contractuel, du tiers de confiance dans la société, peut être remis en cause, disruptés par la blockchain, qui sont en fait une série d'ordinateurs un peu partout, une sorte de gigantesque ordinateur, la blockchain, qui est composé de milliers d'ordinateurs qui chacun vont certifier, sans avoir connaissance totalement de ce que font les autres, sans pouvoir agir avec les autres, vont certifier des opérations. Est-ce que chacun d'entre vous peut me dire ce qu'il a compris de la blockchain, qu'on sorte de là en ayant à peu près compris de quoi il s'agit, parce qu'il s'agit a priori d'une vraie révolution? Qui commence? Non. Éric Dupin. Alors moi, c'est un sujet éminemment technique qui intéresse d'abord aujourd'hui des techniciens, des ingénieurs et des développeurs. Très honnêtement, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Ouais. Après, je me pose la question de cette fameuse révolution annoncée. Quand on sait que des grandes révolutions qui ont vraiment bouleversé l'humanité, il n'y en a finalement pas tant que ça. Il y en a une tous les 2-3 siècles. Là, on est juste dans la révolution d'Internet, qui n'a que 20 ou 30 ans, la révolution du numérique. Donc, est-ce que c'est une révolution? Est-ce que c'est quelque chose, un protocole qui va permettre des échanges entre particuliers sans intermédiation? Est-ce que c'est vraiment révolutionnaire? C'est juste la question que je me pose. Et comment cette technologie très puissante va arriver et dans quel rythme et quand auprès du grand public? C'est-à-dire que, est-ce que demain, il y a des gens qui vont se lever le matin en disant « Tiens, au lieu je vais sur Internet, je vais faire de la blockchain. » Je vais aller me marier sur la blockchain. Voilà. Ce qui est concrètement, ce qui peut se faire dans l'absolu aujourd'hui, et ceux qui sont les défenseurs de la blockchain disent que le code, l'algorithme qui gère tout ça, fera loi. C'est-à-dire que finalement, la blockchain se suffit à elle-même, elle est la loi, d'une certaine façon. Non, mais globalement, il faut se dire que c'est une révolution technologique. C'est-à-dire que justement, quelqu'un qui se lève le matin en se disant « je vais faire ma blockchain », ça n'aura pas de sens. C'est quelque chose qui va se faire en sous-main pour les transactions, pour du monétaire ou pour plein d'autres choses, d'ailleurs, parce que ça a énormément d'autres applications. Mais l'intérêt de la blockchain, c'est de pouvoir certifier quelque chose à toutes les étapes de sa vie. Et on peut parler d'argent, puisque c'est apparu avec le Bitcoin, mais même d'autres choses. Par exemple, un commentaire qui est laissé sur un site, on va savoir par qui il a été laissé, si cette personne a pu être authentifiée, et ainsi de suite, et connaître tout l'historique de tout ça. Ça peut avoir 1 milliard d'applications. Je pense que c'est pour ça qu'il y a une énorme émulation en ce moment dans l'univers des startups autour de ça. Il y a beaucoup de projets qui sont en train de voir le jour. Techniquement, technologiquement parlant, je ne sais pas si c'est une avancée, mais en tout cas, ça ouvre énormément d'usages. Ça, c'est certain. Après, est-ce que monsieur tout le monde ou madame tout le monde, dans 15-20 ans, saura ce que c'est que la blockchain? Je ne suis pas certain. De la même façon que je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, si on demande à monsieur tout le monde comment se passent les flux financiers à la bourse, il soit capable de vous répondre. Je sais que personne ne connaît le trading haute fréquence aujourd'hui, c'est trop complexe. Mais voilà, on parle de sujets très techniques qui ouvrent, comme toute nouvelle technologie, un éventail de possibilités. Et c'est pour ça que notre écosystème s'emballe très vite sur la blockchain. Maintenant, est-ce que ça concerne monsieur, madame, tout le monde? Sincèrement, je ne pense pas. Bon, ça, on verra. Gilles Babinet, qui est le digital champion de la France, dit que c'est une révolution anthropologique et pas technologique, parce que ça change le relationnel entre les êtres humains et que finalement, on peut arriver maintenant à tout ce qui est contractualisable via cette technologie-là, sans passer par des tiers de confiance, donc par l'État, donc par les institutions, donc par des entreprises privées comme les banques ou les assurances. Qu'est-ce que vous en pensez, Julien? Non, moi, je crois, enfin, c'est difficile à chaque fois de dire c'est la dernière révolution, etc., parce que je suis d'accord, on en voit tout le temps, mais moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ça. C'est-à-dire que, sans rentrer dans le détail technique, on a disrupté les produits et les services dans l'ère d'Internet dans laquelle on est, et là, on est en train de disrupter les tiers de confiance. Et les tiers de confiance, celui à qui on avait le plus, en qui on avait le plus confiance, c'était l'État. Bon, déjà, ça commence à se fissurer un peu. Les grosses entreprises, on a vu avec Volkswagen, ça se fissure de plus en plus. Et moi, ce qui me semble vraiment disruptif là-dedans, c'est que c'est toute notre histoire, enfin en tout cas sur l'Occident, depuis la Renaissance ou la fin du Moyen-Âge et depuis la Renaissance, pour arriver globalement au capitalisme, de gouvernements structurés qui laissent des entreprises privées se développer, quel contrôle aussi, on a parlé tout à l'heure de Montebourg, etc. Et là, c'est ça qu'on est en train de remettre en cause. Donc ça pourrait être une disruption, et pourtant j'ai participé au début d'Internet et même à la bulle. Je pense que ça peut être plus fort que ce qu'on a connu sur Internet dans les années 90. Il y a des personnes qui parlent de naissance de nouvelles organisations humaines décentralisées et autonomes, ce qui permettrait à des gens de sortir du cadre, d'une certaine façon, dans lequel on a été habitué à vivre depuis que le monde des mondes, où la société est à peu près structurée autour d'un État et de citoyens. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, pour revenir sur les blockchains, c'est comme un livre de compte, mais public et infalsifiable. Donc, effectivement, on zappe les tiers de confiance. Et les tiers de confiance, d'un point de vue construction sociale, c'est énorme. Il y en a partout, absolument partout. C'est-à-dire que si demain tu me vends ton appartement, on va avoir un tiers de confiance qui est un notaire. Si demain je te transfère 2 000 € sur ton compte, on va avoir un tiers de confiance qui est une banque. Si on se marie tous les deux, on ira voir quelqu'un. Si on se marie tous les deux, on ira voir le maire qui est un tiers de confiance et qui représente l'État. Et tout ça disparaît. Donc les possibilités de recréer, de refaire société sans du tiers de confiance sont effectivement hallucinantes et ça donne le tournis. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un emballement incroyable. Les possibilités de refaire du commerce, par exemple, sans avoir besoin de tiers de confiance, ça donne le tournis. Donc oui, il y a un côté extrêmement révolutionnaire. Après, il y a toujours cet emballement propre au milieu des technologies, mais c'est proprement révolutionnaire. On peut par exemple imaginer qu'une société, une entreprise privée, émette sa propre monnaie. Après tout, les euros qu'on utilise, c'est un système tiers de confiance qui est la Banque européenne qui émet du papier-monnaie et nous qui sommes suffisamment idiots pour imaginer que ce morceau de papier a de la valeur et qui pourrait disparaître comme neige au soleil demain matin avec un crack. On pourrait se retrouver dans une situation argentine. Pourquoi ne pas imaginer demain que des sociétés émettent de la monnaie basée par exemple sur leurs actifs ? A priori, c'est pas plus délirant que la Banque de France, et c'est une possibilité qui arrive. Ça peut disrupter la Banque de France. Ceux qui ont disrupté le marché traditionnel sont en train potentiellement de se faire disrupter à leur tour par la blockchain, et ça sera le cas d'Uber, et ça sera le cas de plein d'autres sociétés. En tout cas, on vous prépare, nous, un événement sur Digital Business News qui aura lieu au mois de mars sur cette blockchain pour essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit. On aura l'occasion d'en reparler. Eric, un dernier mot. Ça rejoint un petit peu le sujet précédent sur la politique, puisqu'en fait, on se pose des questions sur comment réorganiser la politique et la vie publique. Et finalement, la disruption, enfin la rupture, elle va probablement encore venir de la technologie. Et là, on est en train de parler de sujets qui sont éminemment politiques. L'organisation de la société, la désintermédiation, le fait que des communautés vont pouvoir interagir entre elles sans passer par un tiers de confiance. Donc c'est une vraie réorganisation politique. Et c'est peut-être là le vrai sujet par rapport à des groupes qui se créent. Il y avait une première conférence qui était la première en France et peut-être même la première en Europe à l'ESCP Europe il y a quelques jours sur la blockchain. Et finalement, une des conclusions qui a lieu, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'aujourd'hui, faire du code pour la blockchain, c'est un acte purement politique. Et que toute personne qui s'intègre là-dedans doit penser qu'il a une action politique en faisant du code, ce qui n'est pas dans la mentalité des développeurs nécessairement, en tout cas de tous. En tout cas des hackers, c'est complètement dans leur mentalité. Dans leur mentalité, évidemment, chez les hackers. Mais je vous parle des développeurs assez traditionnels qui vont devoir faire avec l'idée que derrière, il y a des interactions politiques. On termine vite fait, quelques secondes, avec un +1, -1, coup de gueule, coup de cœur. Qui a quelque chose à dire là-dessus ? Un +1, -1 pour cette semaine, Jérémy. Alors moi j'ai un +1 qui n'est pas tout à fait récent, mais qui est passé totalement inaperçu, qui est pour Open Classroom, qui depuis octobre, permet à tous les chômeurs d'accéder gratuitement à l'ensemble de leur catalogue et donc d'être formés, d'avoir accès à des MOOC. Des MOOC, oui. Des formations. Alors il y a des MOOC, mais il y a des books aussi, c'est pour ça que je tiquais. Ils ont accès gratuitement à des formations, donc s'ils veulent se former à de nouveaux métiers technologiques notamment, c'est gratuit pour eux et ils peuvent le faire. Alors mon plus, c'est plutôt ça. Mon moins, c'est un peu le fait que c'était une idée très portée par le gouvernement au début et que ça passe totalement inaperçu. Il n'y a pas de communication dessus. On n'a aucune idée de si ça marche ou si ça ne marche pas. Je trouve un peu dommage qu'il y ait une vraie opportunité comme ça parce que c'est assez inédit aujourd'hui sur la planète. Il y a beaucoup de gouvernements qui y pensaient, mais on est vraiment le premier à le faire pour une fois. Et ça passe totalement inaperçu, y compris auprès des chômeurs. C'est vrai que s'il faut passer par Pôle emploi pour avoir de la formation, c'est pas gagné. J'ai un -1 lié à ça. Je ne sais pas si vous avez vu One Hour of Code, qui a fait beaucoup de bruit avec Mark Zuckerberg, enfin tout le Gotha américain, grande start-up et tout ça, et qui il y a un petit programme qui s'appelle Scratch, c'est sur scratch.mit.edu, et qui en fait apprend à vos gamins à coder. Moi je le fais avec mon gamin de 8 ans, donc grosso modo c'est quasiment du langage naturel, et on programme son propre jeu, et la seule chose qu'on apprend c'est les boucles logiques, etc. Enfin voilà. One Hour of Code, c'est un truc qui a été téléchargé, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais plus de 100 millions de fois dans le monde, et il y a une Google Maps avec le nombre d'écoles, parce qu'en fait c'est donné aux instituteurs dans le monde entier, avec le nombre d'écoles qui ont fait le One Hour of Code. Comme son nom l'indique, c'est 1 heure. Et là, vous zoomez sur la France, enfin vous zoomez sur l'Europe, évidemment États-Unis gavés, beaucoup de filles d'ailleurs, parce que ce qui est très mis en avant, c'est que ce soit fait par des filles. Et là, vous zoomez sur l'Europe, vous dites « Ah, pas mal quand même !» Et là, vous zoomez sur la France, en gardant les frontières avec l'Espagne, l'Italie et les pays aux alentours.
Et on est, mais alors, lamentable. Et c'est lié à l'éducation nationale. C'est que pour que ces trucs-là rentrent, il faut dire aux instituteurs, parce que ça se passe à cet âge-là, hein, c'est très tôt, il faut dire aux instituteurs, prenez 1 heure, etc. Donc une fois de plus, Peut-être leur l'éducation proposer des nationale... programme de formation, ce qui n'a pas été fait depuis 50 ans. Non, parce qu'en France fait, non plus, hein. pour le coup, c'est fait de telle manière qu'il y a des exercices et tout ça, c'est hyper bien fait. Des deals avec Disney, avec les personnages de Disney, pour que les plus jeunes puissent le faire. Ça fonctionne sur Windows? C'est sur le web. C'est sur le web. C'est du SaaS. Monsieur fait dans l'humour noir maintenant, ça y est, on s'en sort plus là. Un dernier mot de Fabrice qui voulait dire un mot. -1 sur le fait que le logiciel libre ne fera pas partie de la République numérique, parce que visiblement, on veut de la souveraineté, mais on ne veut pas de logiciel libre, ce qui est une espèce... Pas dans les écoles, pas dans les administrations. Pas des écoles, pas dans les administrations, donc on ne sait pas très bien comment on va faire pour être souverain, mais pas en utilisant du logiciel libre. C'est une espèce de paradoxe logique complètement aberrant. Et ça donne quand même l'impression d'un énorme foutage de gueule, d'autant plus que l'OS souverain, arrivons là-dessus, on a vraiment l'impression, alors soit que les députés n'ont même pas d'assistants ou d'experts autour d'eux pour leur expliquer le côté aberrant de tels paradoxes dans leurs décisions, soit qu'on est dans un grand foutage de gueule et qu'on ne va absolument pas vers de la souveraineté, bien au contraire. Et c'est un vrai problème de jouer avec ces concepts qui sont extrêmement dangereux s'ils se retournent contre vous. Et l'État est vraiment en train de jouer aux allumettes avec ça. C'est sur cette note extrêmement positive qu'on va terminer ce numéro 10 du grand débat du web. Merci à tous les quatre, Éric Dupin, Julien Jacob, Jérémy Benmoussa et Fabrice Epelboin, d'y avoir participé. Vous pouvez, vous, de l'autre côté de l'écran, partager cette émission, en parler autour de vous, bref, faire votre travail de relais, de buzz autour de ce grand débat du web. À la semaine prochaine. Salut!